Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce webinaire consacré aux récentes modifications au Code du bien-être au travail en matière d'amiante. Mon nom est Aurore Massard et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire avec mon collègue Didier Vassalo. Les dangers de l'amiante sont bien connus. L'exposition à l'amiante est une cause importante de cancer professionnel chez les travailleurs qui ne se sont souvent découverts que plusieurs années après leur exposition à la poussière d'amiante. Bien que la production, la vente et l'utilisation de l'amiante aient été largement interdites en Belgique en 1998, puis dans toute l'Europe à partir de 2005, soit il y a déjà plus de 25 ans, un grand nombre de travailleurs courent toujours un risque d'exposition à l'amiante pendant le travail, notamment sur les chantiers de démolition, lors de travaux de rénovation ou de réparation dans des bâtiments et constructions plus anciens, dans le secteur du traitement des déchets, ainsi que lors d'interventions en situation d'urgence, comme la lutte contre les incendies qui font souvent la une des médias. Afin de mieux protéger les travailleurs, la Commission européenne a renforcé, il y a 2 ans, la réglementation européenne relative à l'amiante en adaptant la directive de 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante. En effet, l'amiante est un cancérogène pour lequel il n'existe pas de seuil d'exposition sûr. Les principales modifications apportées par cette directive portent sur l'abaissement progressif des valeurs limites d'exposition à l'amiante et, en lien avec cela, sur l'adaptation de la méthode de mesure. La directive impose également des mesures explicites supplémentaires de gestion des risques, précise davantage les exigences en matière de formation et élargit la liste des maladies reconnues comme liées à l'amiante. À la suite de cette transposition, nous avons également simplifié les règles relatives à l'agrément des entreprises de désamiantage. Une législation ne peut être réellement efficace que si elle est appliquée de manière réfléchie et adéquate sur le terrain. C'est pourquoi la Commission a publié, à la fin de l'année dernière, des lignes directrices pratiques offrant des repères clairs pour mieux maîtriser les risques liés à l'amiante dans les secteurs concernés. Ces lignes directrices sont également disponibles sur notre site web. Cette directive et les lignes directrices correspondantes s'inscrivent dans une approche européenne plus large, visant à mieux protéger les personnes et l'environnement contre l'amiante dans la perspective d'un avenir sans amiante. Ces actions font partie du pilier prévention du plan européen pour vaincre le cancer, contribuent aux objectifs du Pacte vert pour l'Europe et de la vague de rénovation qui l'accompagne, et s'alignent sur le socle européen des droits sociaux qui garantit à tous les travailleurs le droit à des conditions de travail sûres et saines. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer la nouvelle réglementation belge qui transpose cette directive européenne relative à l'amiante en droit national. Mon collègue Didier Vassalo, inspecteur social et vigie du réseau amiante de l'inspection contrôle du bien-être au travail, va vous présenter un aperçu des nouvelles dispositions et vous expliquera également comment l'inspection accompagnera la mise en œuvre pratique de ces règles sur le terrain. Merci beaucoup Aurore, bonjour à toutes et à tous. Je vais immédiatement vous partager le PowerPoint que nous avons préparé pour ce webinaire et qui traite, comme vous vous en doutez, d'un nouvel arrêté royal qui date du 19 décembre 2025, qui modifie le Code du bien-être au travail en ce qui concerne l'amiante. Ma présentation sera en 4 points. Tout d'abord, et c'est peut-être le point le plus important, je vais donc vous parler de cet arrêté royal du 19 décembre 2025. Ensuite, je vous présenterai de manière sommaire les nouveaux éléments qui sont déjà apparus ou qui vont apparaître sur notre site web. Enfin, quelques informations essentielles sur ce qui va arriver dans le futur. Et je pense à un point qui intéresse beaucoup de personnes, c'est-à-dire la mise en œuvre sur le terrain par l'inspection du travail, contrôle du bien-être, en ce qui concerne le contrôle de l'exposition à l'amiante. L'arrêté royal du 19 décembre 2025 a entraîné une modification profonde du livre 6 du Code du bien-être au travail et principalement le titre 1 relatif aux agents chimiques, le titre 3 relatif à l'amiante et le titre 4
relatifs aux enleveurs d'amiante. En ce qui concerne les agents chimiques, la principale, voire l'unique modification concerne la valeur limite d'exposition. On en a déjà beaucoup parlé dans tous les médias, mais cette valeur va être abaissée de manière importante puisque, in fine, elle va être de 2 millièmes de fibres par centimètre cube, donc une division par 50 fois. Cependant, conformément à la directive, il est prévu une période transitoire avec une division par 10 jusqu'au 20 décembre 2029. Et donc, la valeur limite actuelle, la valeur limite d'exposition actuelle est d'1 centième de fibre par centimètre cube. Il est à noter, même si j'y reviendrai encore un petit peu plus tard, qu'il y aura également, ou plus tard en 2027, un changement de la méthode de mesurage, puisque nous passerons de la microscopie optique à la microscopie électronique. En ce qui concerne l'amiante, les modifications essentielles concernent d'une part le champ d'application et les définitions, donc le chapitre 1. C'est là-bas où on va à nouveau retrouver la nouvelle valeur limite d'exposition, mais on va également retrouver un nouveau concept, une nouvelle personne qui a été créée, c'est ce qu'on a appelé l'expert en inventaire amiante, qui va devenir une personne clé dans la réalisation des inventaires. J'y reviendrai tout à l'heure. En ce qui concerne le programme de gestion, conformément à ce qui est demandé par l'Europe, la priorité va être donnée au retrait des matériaux contenant de l'amiante par rapport à tout autre type d'activité. Au niveau des interdictions, nous avons introduit une exception relative aux outils à grande vitesse. J'y reviendrai également plus en détail. Les mesurages vont devenir des mesurages électroniques. Les mesures générales de prévention ont été également modifiées. On parle d'une modification au niveau de la notification, de modification profonde au niveau de la formation, mais équipement et également au niveau des équipements de protection respiratoire. Le chapitre 8 a été abrogé. Il s'agissait des expositions très limitées. Cela n'existe plus. Il n'y a donc, entre guillemets, plus de chapitre 8. Le chapitre 9, relatif aux travaux de réparation et d'entretien, encore une fois, on met la priorité au retrait par rapport à tout autre travaux à envisager sur des matériaux contenant de l'amiante. Et on a introduit de manière plus claire, même si c'était déjà possible avant, la notion de confinement. Les traitements simples, évidemment, ça vous le savez, je pense en tout cas déjà. Nous avons créé une liste. Donc, avant, toute entreprise pouvait réaliser des activités dites en traitement simple. Ce n'est plus le cas. Et les organisateurs des formations pour les personnes, pour les travailleurs qui réalisent ces traitements simples, mais également la technique des sacs à manchons et de la zone hermétique ont été également changés puisqu'aujourd'hui, ils doivent apparaître sur une liste. Et enfin, un tout nouveau chapitre 11 qu'on a intitulé Adaptation à l'état de la technique. C'est finalement la possibilité d'intégrer de nouvelles technologies qui, peut-être, ne rentraient pas exactement dans le cadre fixé par la réglementation. Et donc, on va permettre, sous condition, d'introduire ces nouvelles techniques, ces nouvelles technologies. Le champ d'application et les définitions, eh bien, il y a tout de même une modification profonde, c'est que, étant donné que maintenant, les traitements simples ne peuvent plus être faits par n'importe qui, par n'importe quelle entreprise, eh bien, nous avons parlé et nous parlons des entreprises qui se trouvent sur la liste visée à l'article 6.4.23 du Code. Ça veut donc dire que des indépendants peuvent également, dans certaines conditions, devoir s'inscrire sur la liste pour pouvoir réaliser certains types de travaux en traitement simple. Et ce sont des travaux qui, à un moment donné, et de manière très résumée, peuvent exposer des travailleurs, même si ce ne sont pas les travailleurs de cette personne, à l'amiante. Enfin, par rapport à ce chapitre, la diminution de la VLE avec un palier. Nous sommes ici dans le premier palier, donc la nouvelle valeur, c'est 0,1 fibre par centimètre cube. Et à terme, nous arriverons à 2 millièmes de fibres par centimètre cube. L'expert en inventaire amiante. L'expert en inventaire amiante, c'est une personne qui dispose d'une connaissance relativement approfondie, actualisée, des différents matériaux, des différentes applications de l'amiante dans les bâtiments, mais également dans les installations techniques, et
je dirais, qui a la possibilité aussi de maîtriser la gestion des risques et l'échantillonnage. Il y a 3 catégories de personnes. C'est une liste limitative qui a été introduite dans la nouvelle réglementation. C'est tout d'abord une personne compétente d'un laboratoire agréé pour l'identification des fibres d'amiante dans des matériaux. Ensuite, un conseiller en prévention, hygiène du travail, qui a également une compétence similaire. Et enfin, une personne habilitée à réaliser des inventaires sur base de la réglementation régionale applicable. Et donc, pour l'instant, au niveau des régions, on parle de la certification mise en œuvre par l'OVAM, au niveau de la Flandre. Lorsqu'on lit la réglementation et lorsque l'on lit le code du bien-être au travail, il faut le lire de manière horizontale, mais également de manière verticale. C'est valable pour toute une série de parties du code, mais c'est également, en ce qui concerne l'amiante, valable pour les agents cancérigènes. Avant, il était clairement indiqué que lorsqu'il n'y avait pas de disposition spécifique reprise dans la réglementation amiante, agents cancérigènes s'appliquaient. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, même si l'esprit reste le même, sauf que lorsque ça assure une meilleure protection pour les travailleurs, eh bien, agent cancérigène doit être appliqué. Au niveau des inventaires, eh bien, il y a toujours un modèle mis à disposition sur notre site web qui doit être utilisé pour la réalisation de l'inventaire. Et au niveau de l'inventaire, il y a finalement 3 étapes. Il y a tout d'abord l'élaboration, premier inventaire, l'extension, c'est-à-dire lorsqu'on complète l'inventaire pour réanalyser finalement toute une série de matériaux intacts que l'on n'a pas échantillonnés, par exemple, mais également une actualisation annuelle. Et pour l'élaboration et l'extension, l'employeur doit faire appel à un expert en inventaire amiante. Évidemment, les inventaires qui ont été établis avant l'entrée en vigueur de cet arrêté royal de décembre 2025 restent valables. Il ne s'agit pas de recommencer tous les inventaires. Le programme de gestion. À partir du moment où dans l'inventaire, on détermine la présence ou on soupçonne la présence d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante, eh bien, l'employeur doit le gérer et il doit le gérer dans le but de ne pas exposer les travailleurs à l'amiante. Pendant des années, nous avons laissé le choix. Le choix était laissé à l'employeur des mesures qui allaient être prises. Il pouvait notamment fixer, encapsuler, réparer. Aujourd'hui, il peut toujours le faire, mais la priorité doit être donnée au retrait. Et en ce qui concerne les autres mesures, telles que la réparation ou l'entretien, eh bien, elles sont encore temporairement autorisées à partir du moment où une analyse des risques conforme à l'article 6.3.15 démontre qu'elle offre une meilleure protection en attendant l'enlèvement pour les travailleurs et évidemment l'application de ces mesures temporaires ne doit pas rendre plus difficile l'enlèvement ultérieur. Au niveau des interdictions, depuis très longtemps maintenant, les outils qui forment de fines particules, tels que des nettoyeurs haute pression ou encore des disqueuses, étaient interdites et elles le sont toujours. Cependant, nous avons décidé d'autoriser certains outils qui forment de fines particules en zone hermétique, donc c'est dans le cadre de travaux de réparation, de retrait, pardon, à partir du moment où l'outil est équipé d'un système d'aspiration intégré avec filtre absolu, installé à l'origine par le fabricant, à partir du moment où également la notice d'utilisation est respectée, à partir du moment toujours où l'analyse des risques démontre une meilleure protection pour les travailleurs, et enfin la dérogation et la motivation de l'utilisation de cette possibilité de dérogation doit être introduite dans la notification des travaux. Les mesurages, j'en ai déjà parlé, eh bien, ils doivent être évidemment planifiés à l'avance. Chaque phase opérationnelle spécifique doit être évaluée au moyen des mesurages et ces mesurages vont devoir se faire au moyen de mesurages électroniques sur base de la norme ISO 14966-2021. Les laboratoires devront également par ailleurs être accrédité ISO 17025 au plus tard le 20 décembre 2029. Par dérogation par rapport à ce que je viens de dire,
L'ancienne norme, la NBNT 96-102, peut encore être utilisée jusqu'au 20 décembre 2027. L'accent est également mis sur la stratégie d'échantillonnage et sur la représentativité. Il est évident qu'il ne faut pas attendre le 20 décembre 2027 pour commencer à réaliser des mesurages électroniques si c'est possible. Pourquoi? Parce que cela va éviter aux employeurs de recommencer l'évaluation de leur méthode de travail. Des modifications relatives aux mesures générales. Tout d'abord, concernant la notification préalable, vous savez, à partir du moment où un employeur a des travailleurs qui vont peut-être ou vont être exposés à l'amiante, il doit le notifier, notamment à l'inspection du travail. Il doit communiquer la date de début et la date de fin des travaux à partir du moment où ce sont des travaux de retrait. Évidemment, ces dates, elles sont au départ théoriques et il peut arriver qu'il y ait des changements à cause d'un cas de force majeure, par exemple des conditions météorologiques. Et bien dans ce cas, l'employeur doit compléter, doit modifier cette notification et nous communiquer les nouvelles dates d'intervention dans les meilleurs délais. En cas de travaux urgents, par exemple, en cas de fuite d'eau, eh bien, par dérogation à cela, une notification urgente peut être faite à la direction locale CBE en demandant de ne pas respecter, de pouvoir ne pas, l'autorisation finalement de ne pas respecter ce délai de notification. Alors cela c'est possible, mais évidemment il faut que ce soit une urgence qui soit recevable et un accord écrit de la direction régionale sera nécessaire avant de réaliser ces travaux urgents. Tout à l'heure, je l'ai dit, nous avons fait disparaître la catégorie de travaux du chapitre 8, c'est-à-dire les expositions très limitées, ce qu'on appelait les expositions sporadiques dans le milieu. Et ça veut dire que toute une série d'activités doivent aujourd'hui être notifiées. Afin d'éviter des démarches inutiles, nous avons introduit la possibilité de réaliser une notification annuelle pour, d'une part, les personnes qui réalisent les inventaires et qui mesurent la concentration dans l'atmosphère des lieux de travail, pour l'analyse des matériaux, mais également pour la réception ou le traitement des déchets. Et il revient à l'employeur de garder à la disposition de l'inspection du travail un état des lieux détaillé des différentes dates d'intervention sans nous les communiquer de manière systématique. Petit rappel, le contenu de la notification ne doit pas renvoyer vers le plan de travail. Donc, un modèle de notification se trouve sur notre site web. L'objectif est que ce modèle soit et que cette notification soit complétée correctement et complètement, sans renvoyer vers d'autres documents qui sont annexes éventuellement à cette notification. Au niveau des mesures générales, toujours, la formation a subi de profonds changements. Ceci étant, ici, nous sommes dans le cadre de la formation prévue à l'article 6.3.37, donc je vais parler de la formation générale. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la formation spécifique des personnes qui réalisent des activités de retrait d'amiante. Ils doivent bénéficier au niveau de la formation générale, donc, d'une formation théorique et pratique appropriée. La durée, elle doit être adaptée aux tâches qui vont être réalisées et le contenu doit être facilement compréhensible et adapté aux caractéristiques de l'activité professionnelle et aux tâches et aux méthodes de travail spécifiques. Le formateur, eh bien, il doit posséder des connaissances actualisées et une expérience pratique avérée en matière d'exposition professionnelle à l'amiante qui résulte des activités des travailleurs auxquelles la formation est destinée. Il doit aussi disposer d'un matériel d'enseignement de cours et d'une documentation qui doit être tenue à notre disposition, à la disposition de l'inspection du travail, et fournir une preuve de participation qui reprend la date, la durée de la formation, la langue de la formation, le contenu, ainsi que le nom et les qualifications du formateur. Nous reparlerons des formations lorsque nous aborderons la partie relative aux personnes chargées de retirer les matériaux contenant de l'amiante.
Petite précision également, les formations, ce sont des formations annuelles. Autrement dit, les anciennes formations qui ont été données restent toujours valables. Donc, quelqu'un qui a fait déjà sa formation en 2025, eh bien, il devra suivre une formation en 2026. Il ne doit pas rapidement recommencer une formation. Cette formation reste valable. Ce sont des formations annuelles. Les mesures techniques générales de prévention, eh bien, pas de gros changements par rapport à ce que je vais dire au début. L'exposition à l'amiante doit toujours être réduite au minimum et en tout cas toujours en dessous de la valeur limite d'exposition. Le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés doit être également limité et les processus de travail doivent être conçus de telle manière qu'il n'y ait pas de dégagement de fibres d'amiante dans l'air grâce à différentes mesures telles que la suppression de la poussière d'amiante, l'aspiration ou encore la sédimentation continue. Les équipements de protection respiratoire doivent être adaptés individuellement et ils doivent être correctement ajustés pour chaque travailleur. Nous avons introduit l'obligation de réaliser des fit tests et des fit checks. Donc, un fit test, pour ceux qui ne sont pas coutumiers du terme, c'est un test formel qui évalue l'ajustement d'un équipement de protection respiratoire sur l'utilisateur. Il permet de s'assurer que le masque offre une protection adéquate. Le fit check, quant à lui, c'est un contrôle d'étanchéité qui est réalisé par l'utilisateur avant chaque utilisation. Le chapitre 8 a été effectivement abrogé. Nous arrivons au chapitre 9 relatif aux réparations ou à l'entretien. N'oublions pas cette priorité de la directive européenne, c'est la priorité à l'élimination de l'amiante ou aux matériaux contenant de l'amiante par rapport à toute autre forme de manipulation, comme par exemple la réparation ou l'encapsulation. Si un confinement pour garantir la santé des travailleurs est nécessaire, il doit être étanche à l'air et ventilé mécaniquement par extraction. Et on rappelle encore une fois l'importance des fit tests et des fit checks que j'ai abordés juste avant. Au niveau de l'organisation des travaux, eh bien, ils peuvent toujours être réalisés évidemment par des entreprises agréées, mais par dérogation à cela, au niveau des traitements simples, ils peuvent également être réalisés par des entreprises qui figurent sur la liste visée à l'article 6.4.23. Et donc là, c'est dans le titre 4 du livre 6 dont on parlera un petit peu plus tard. Les techniques de traitement simples donc, sont des méthodes d'enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante qui ne peuvent être utilisées que dans des cas limités. Ce sont les cas qui sont prévus à l'annexe 6.3.2a. Lorsque on utilise cette technique, les mesures de prévention qui sont prévues à l'article 6.3.2b sont toujours respectées. L'annexe 6.3.2a n'a pas subi de modification, donc on peut toujours retirer les matériaux qui sont inscrits dans cette annexe. Par contre, au niveau de l'annexe 6.3.2b, il y a eu quelques changements. Tout d'abord, les matériaux doivent être fixés. Ça n'a pas changé au moyen d'un produit fixateur. Ensuite, la technique doit être évaluée par des mesurages de l'air. Si la valeur limite d'exposition est dépassée, la méthode de travail doit être adaptée ou alors on doit envisager une autre technique, par exemple la mise en place d'une zone hermétiquement fermée. Le port du masque complet P3 à ventilation assistée, minimum, doit être porté par ces personnes, sauf si une analyse des risques démontre que ce n'est pas nécessaire. De la même manière, il va falloir prévoir des douches de manière à ce que les travailleurs puissent se décontaminer, sauf si une analyse des risques démontre le contraire. Et là, j'interviens directement pour vous dire qu'une analyse des risques, c'est une analyse des risques conforme aux articles 6.3.15 et suivants, c'est-à-dire avec des mesurages conformes et représentatifs. Et enfin, cinquièmement, ils doivent avoir bénéficié d'une formation spécifique.
En ce qui concerne le sac manchon, pas de grands changements, si ce n'est que plutôt que de parler d'un centième de fibre qui était à dixième de la précédente valeur limite, eh bien maintenant, nous parlons simplement d'un dixième de la valeur limite dans le texte. Et c'est notamment, c'est notamment applicable parce que le sac manchon est un système qui est clos. Lorsque on souhaite réaliser cette méthode du sac manchon dans un lieu fermé, eh bien, c'est possible, mais ça doit être indiqué clairement et motivé de manière circonstanciée dans la notification. Et il faut également prévoir les mesures qui seront prévues en cas d'incident, si par exemple un sac manchon venait à se déchirer et donc libérer des matériaux contenant de l'amiante dans l'espace de travail. Pendant les travaux avec le sac manchon, le laboratoire doit effectuer au moins un mesurage personnel représentatif par un groupe d'exposition représentatif et au moins un mesurage de l'air ambiant par journée de travail de 8 heures. En ce qui concerne la zone fermée hermétiquement, eh bien, nous avions déjà introduit en 2023 une possibilité de dérogation à la mise en œuvre d'une zone hermétique telle qu'elle est prévue dans la législation. Ce qui est un petit peu nouveau, c'était déjà le cas avant, mais nous avons insisté pour apporter ces précisions, c'est que pour pouvoir bénéficier de cette dérogation, eh bien, il faut tout d'abord la demander aux fonctionnaires dirigeants de l'inspection du travail et contrôle du bien-être, et ce n'est qu'après avoir obtenu cette approbation qu'elle est jointe au plan de travail et que les travaux sont notifiés conformément à l'article 6.3.27. Cette approbation, elle n'est valable que pour l'entreprise qui l'a demandée et pour le chantier pour lequel elle a été demandée. Et il est important aussi de vous signaler qu'il n'est pas adéquat de faire des demandes de dérogation pendant les phases d'appel d'offres. Si, en raison de la nature de la construction, il faut faire appel à des collaborateurs disposant de compétences particulières, eh bien, les données relatives à ces collaborateurs et à la formation qu'ils ont suivie doivent être également renseignées dans le plan de travail. Ça concerne, par exemple, des monteurs d'un échafaudage. Cela ne doit pas faire l'objet d'une demande préalable à l'inspection du travail. C'est pour ça que nous avons ajouté, avant cette disposition, un paragraphe 3 pour bien distinguer de la dérogation visée au paragraphe 2. En ce qui concerne la formation spécifique des personnes qui réalisent des travaux de démolition et d'enlèvement de matériaux contenant de l'amiante. Les travailleurs qui, à un moment donné, ne sont pas en ordre de recyclage ne sont plus autorisés à effectuer ces travaux jusqu'à régularisation. C'était déjà le cas avant, mais c'est une précision importante qui est apportée. L'employeur doit faire appel à un organisateur externe qui figure sur la liste des organisateurs de formation et de recyclage en matière d'enlèvement d'amiante. Ça veut dire que tous les organismes de formation qui souhaitent donner des formations, tant en formation de base que de recyclage, pour une des trois techniques, c'est-à-dire le traitement simple, le sac à manchon ou la zone hermétique, doivent être inscrits sur cette liste et l'employeur doit faire appel à un organisateur qui est inscrit sur cette liste. Alors, pas de panique, pour l'instant, les organisateurs sont en train de faire les démarches. D'accord, si votre organisateur de formation habituel n'est pas encore inscrit, dites-vous que c'est peut-être l'histoire de quelques jours. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de cet organisateur pour savoir où il en est. La formation doit avoir un contenu minimum et il doit y avoir une évaluation des travailleurs, donc un test, un examen. Et cet examen, pour valider quelque part l'acquis des travailleurs, il est obligatoire dans le cadre de la formation de base et il peut être, ce test, cette évaluation peut être organisée, le cas échéant, dans le cadre des recyclages. La liste des organisateurs de formation, elle se trouve déjà sur notre site web. D'ailleurs, tous les liens, dès que sur un des slides du PowerPoint, il y a un lien. Lorsque vous recevrez la présentation en PDF, vous pourrez cliquer dessus et vous arriverez directement au bon endroit sur notre site web.
Comment faire pour se retrouver en tant qu'organisateur sur cette liste? Eh bien, à partir du moment où vous êtes un organisateur et que vous remplissez les conditions qui sont reprises à l'article 6.370, eh bien, vous devez le notifier au moyen d'un formulaire disponible sur notre site web à la Direction générale humanisation du travail et vous serez, quelques jours après, si le formulaire est complet et dûment complété, inscrit dans cette liste des organisateurs de formation et de recyclage en matière d'enlèvement d'amiante. Une procédure d'inscription sur la liste est également disponible sur notre site web. Vous devrez communiquer un rapport annuel à la Direction générale humanisation du travail et l'inspection du travail va mettre en place une surveillance centralisée pour ces centres, pour ces organisateurs de formation. Je rappelle également que les formations annuelles, soit les formations initiales dites de base ou les recyclages qui ont été dispensés selon l'ancien système, restent évidemment valables. Le nouveau chapitre 11, l'adaptation à l'état de la technique. Eh bien, si une nouvelle méthode ou si une nouvelle procédure garantit un meilleur résultat, une meilleure protection pour la santé des travailleurs, eh bien, il est possible de demander à la mettre en œuvre en Belgique, même si elle ne correspond pas exactement à l'une des 3 méthodes de retrait d'amiante. Et donc, pour ce faire, il y aura lieu de demander également une dérogation auprès du fonctionnaire dirigeant de l'inspection du travail, contrôle du bien-être. Donc, l'employeur qui va effectuer ces travaux va devoir soumettre toute une série de documents à CBE. Tout d'abord, une description détaillée de la nouvelle méthode ou procédure qu'il va suivre, liste des installations, des outils utilisés, des structures et des matériaux auxquels cette nouvelle technique sera appliquée. Une liste des dispositions exhaustives auxquelles il souhaite déroger et également une motivation qui démontre que cette nouvelle méthode garantit un meilleur résultat au niveau de la ou un niveau de protection au moins équivalent pour les travailleurs. Et enfin, un plan de travail. Alors, après analyse, le fonctionnaire dirigeant de CBE pourra demander un chantier test afin de valider la méthode en présence, par exemple, d'un inspecteur de l'inspection du travail. Et s'il y a une approbation, eh bien, cette approbation devra être jointe au plan de travail avant la notification des travaux. Encore une fois, cette approbation est accordée exclusivement à l'entreprise qui l'a demandé et pour le chantier pour lequel elle a été demandée, ou si c'est expressément mentionné, pour d'autres chantiers, mais de la même entreprise. Au niveau de l'article de l'annexe 6.3.4.1a, quelques changements. Tout d'abord, on pousse l'augmentation du taux de renouvellement de l'air dans la zone hermétique afin de diluer encore davantage le niveau d'exposition des travailleurs dans une zone fermée hermétiquement. Et donc, tout ça tient compte d'une part de la valeur limite, mais également du facteur de protection de l'équipement de protection respiratoire. Une dérogation à ce taux de renouvellement est toujours possible si elle est motivée de manière précise et circonstanciée dans le plan de travail et que c'est évidemment pour des raisons techniques. Un petit récapitulatif des différentes dérogations qu'il est possible d'obtenir dans le cadre de la réglementation dont je suis en train de parler. Tout d'abord, une première catégorie que j'ai appelée des dérogations automatiques. C'est-à-dire qu'il y a une vérification éventuelle par l'inspection du travail, mais a posteriori. Tout d'abord, je vous en ai parlé un petit peu plus haut, la dérogation relative à l'utilisation des outils à grande vitesse en zone hermétiquement fermée. Ça doit être indiqué dans la notification. Mais également, la mise en œuvre de la technique du sac à manchon dans des lieux fermés. Au niveau du plan de travail, eh bien là, on pourra indiquer et motiver le retrait de l'amiante avant démolition. Mais quelquefois, ce n'est pas possible. Si un bâtiment menace de s'effondrer, l'objectif n'est pas évidemment d'ensevelir les travailleurs. On va alors démolir le bâtiment en prenant un maximum de précautions et on retirera l'amiante par la suite. Également la possibilité d'avoir des dérogations relatives au cloisonnement étanche de la zone fermée hermétiquement, de la mise hors service du réseau électrique,
du taux de renouvellement de l'air, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais également du retrait à l'humide qui pourrait être impossible pour des raisons techniques. Et enfin, des demandes préalables à la notification. Donc, avant de notifier, il faut demander un accord préalable à l'inspection du travail. Tout d'abord, en ce qui concerne le délai de notification, donc la notification préalable pour certains travaux doit être de 15 jours, eh bien, il faut demander l'accord à la direction locale de CBE. En ce qui concerne la dérogation relative à la zone hermétiquement fermée lorsqu'elle n'est pas techniquement possible, ou en ce qui concerne la mise en place d'une nouvelle technique, eh bien ça, c'est une demande au directeur général de CBE. On en arrive déjà au nouveau titre 4 qui concernait avant les agréments, mais qui aujourd'hui concerne les enleveurs d'amiante. Ce titre 4 bénéficie d'une nouvelle structure en 2 chapitres. Un premier chapitre relatif aux agréments, pour lesquels il n'y a pas de changement fondamental en ce qui concerne le fond, même si ça a été simplifié au niveau de la procédure et notamment au niveau des délais. Et un chapitre 2 relatif à cette nouvelle inscription sur la liste pour les entreprises qui souhaitent effectuer la technique des traitements simples. Alors, quels sont les changements majeurs? Eh bien, tout d'abord, toute entreprise, même un indépendant ou des indépendants, peuvent demander à être agréés ou à être sur la liste. Deuxième changement, à partir du moment où il est fait appel à des personnes dans une entreprise ou externe à cette entreprise, il faut qu'il y ait une collaboration, une coopération durable avec ces personnes. Et cette coopération durable, elle est présumée lorsqu'il y a, et là ce sera un travailleur, un contrat de travail à durée indéterminée, ou encore un statut pour les fonctionnaires, et si ce ne sont pas des travailleurs, par des partenaires qui sont mentionnés préalablement dans la demande pour figurer sur la liste. Si plusieurs entreprises travaillent sur un même chantier, ça peut être le cas de la sous-traitance, eh bien, chaque zone, chaque tâche doivent être correctement définies et il doit y avoir un chef de chantier, un chef d'équipe pour chaque entreprise. C'est principalement le cas pour les travaux des entreprises agréées. Il est toujours interdit de recourir à des travailleurs mis à disposition. Et tous les sous-traitants à qui on fait appel doivent être, selon le cas, agréés pour les travaux en zone fermée hermétiquement ou du sac à manchon, ou agréés et sur la liste pour les traitements simples. En cas de non-renouvellement d'un agrément précédent pour les entreprises agréées, eh bien l'entreprise qui réintroduirait après un non-renouvellement une nouvelle demande, sa demande serait recevable s'il démontre qu'il a pris toutes les mesures nécessaires relatives justement aux éléments qui font que cette entreprise a perdu son agrément. Pour pouvoir être sur la liste des entreprises qui réalisent des traitements simples, il y a plusieurs conditions. Et une des conditions, je dirais, indispensables est de pouvoir disposer d'une validation des méthodes de travail dans un délai de 2 ans avec des mesurages conformes après avoir fait la notification pour se trouver sur la liste. Ce n'est pas un changement, c'était déjà le cas avant. Cette disposition est déjà reprise dans les articles 6, 3, 15 et suivants du Code du bien-être au travail. Pour être inscrit sur la liste, eh bien, l'entreprise qui remplit toutes les conditions doit le notifier à la Direction générale humanisation du travail via un formulaire. Et ensuite, l'entreprise est inscrite sur la liste avec la mention des matériaux et les applications pour lesquelles l'entreprise applique la technique des traitements simples. Donc, il peut y avoir effectivement plusieurs types de matériaux et plusieurs types d'applications qui peuvent bénéficier de l'application de cette technique, mais évidemment, un couvreur ne retire pas spécialement une corde dans une chaudière, et donc l'entreprise qui veut être sur la liste va devoir préciser pour quel type de matériaux, pour quel type d'application elle va intervenir avec cette technique. Pour être sur la liste, il faut être une entreprise créée conformément à la législation belge, ou éventuellement celle d'un autre État membre de l'espace économique européen. Disposer de la capacité technique et organisationnelle pour pouvoir respecter les conditions pour réaliser la technique des traitements simples.
assurer une coopération durable avec les personnes à qui elle fait appel, et veiller à ce que seules les personnes qui ont suivi, donc qui sont en ordre d'une formation de base et du recyclage annuel, soient employées pour des travaux de démolition ou d'enlèvement. Ils doivent avoir une connaissance de la législation en matière de bien-être au travail et principalement le titre 2 et 3 du livre 6 du présent code, mais également de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 qui concerne les chantiers temporaires ou mobiles. Ils doivent disposer d'un endroit fixe où les installations techniques et des équipements de travail, dont les équipements de protection individuelle, sont entreposés. Et si plusieurs entreprises opèrent sur un même site, les zones et les différentes tâches de chaque entreprise doivent être clairement délimitées. Ils ne peuvent pas non plus recourir à la mise à disposition de travailleurs. Et si des entreprises, si l'entreprise est reprise sur la liste où est agréé un recours à la sous-traitance, eh bien le sous-traitant doit également être pris sur la liste ou être agréé. Et enfin, ils doivent se soumettre, mais c'est logique finalement, aux différentes enquêtes nécessaires, jugées nécessaires par CBE concernant l'exécution des travaux de démolition et d'entretien tels qu'ils le mentionnent dans la notification pour être sur la liste et toujours disposer de cette validation de méthode du travail. À ce sujet, notre laboratoire d'hygiène du travail a élaboré différents documents. Il a élaboré une circulaire contenant des précisions relatives aux dispositions de la norme NBNT 96-102, donc je vais dire l'ancienne norme, mais qui est toujours applicable pendant une période transitoire. Et donc tous les laboratoires qui sont agréés l'ont reçu et ils ont également édicté des conditions à protocole de mesurage dans le cadre de la validation des méthodes de travail lors de traitements simples afin de pouvoir aider tous les différents intervenants. Je me permets de vous rappeler qu'il vaut peut-être mieux déjà utiliser la méthode SEM, même si elle n'est pas tout à fait obligatoire. Sinon, il faudra mesurer 2 fois, puisque la méthode SEM sera obligatoire à partir de 2027. Les différents types de matériaux contenant de l'amiante, qu'est-ce qu'on peut retirer par la technique du traitement simple? Ça peut être des tôles ondulées, des ardoises, des plaques en amiante ciment, des tuyaux en amiante ciment, du carton d'amiante, des matériaux tissés contenant de l'amiante. Mais tous ces matériaux peuvent se retrouver à différents endroits. Et donc, ça peut être une toiture, des accessoires de toiture, des pignons, des tuyaux d'égout, des tuyaux d'eau, des cheminées, des tuyaux de ventilation. Et donc, voilà ce qu'on entend par matériaux contenant de l'amiante d'une part et application d'autre part. J'en arrive maintenant au deuxième point de ma présentation relatif au site internet www.emploi.belgique.be. La rubrique amiante a été relativement profondément modifiée et est toujours en cours de modification. Il y a tout d'abord un nouveau contenu, il y a des nouveaux formulaires, et il y a des nouvelles explications thématiques qui vont encore évoluer et très prochainement vont apparaître des FAQ qui vont notamment être alimentés par les questions que vous posez au niveau de ces webinaires. Hier, il y a déjà eu un webinaire en néerlandais. Alors, comment retrouver les informations sur notre site web quand on n'est pas un utilisateur assidu? Eh bien, tout d'abord, lorsque vous avez la page principale, la page d'accueil, vous pouvez vous rendre sur l'onglet « Agrément » que j'ai entouré. Et lorsque vous cliquez dessus, vous avez accès à toute une série de listes d'entreprises qui sont soit agréées, soit qui ont fait des notifications. Et donc, vous retrouvez tout d'abord les entreprises agréées pour les travaux de démolition ou de retrait d'amiante. Vous retrouvez également les laboratoires agréés. Vous retrouvez la liste des organisateurs de formation et de recyclage en matière d'enlèvement d'amiante. La liste des entreprises autorisées à effectuer des travaux de démolition ou d'enlèvement au moyen de la technique des traitements simples. Et donc, pour ces deux dernières catégories, pas de panique, les notifications arrivent et ces listes sont continuellement, quotidiennement, quasiment mises à jour et donc c'est évolutif. Une autre possibilité pour retrouver des informations relatives à l'amiante, eh bien, vous allez dans les thèmes et vous sélectionnez le thème bien-être au travail et évidemment, nous parlons d'agents chimiques cancérigènes mutagènes.
dont l'amiante. Et on parle d'amiante et enleveur d'amiante. Vous avez là-bas, tout d'abord dans amiante et enleveur amiante, toutes les explications traditionnelles, puis des différentes explications thématiques. Et prochainement, juste en dessous de ces explications thématiques, vous verrez apparaître un lien vers les facs. Au niveau des explications thématiques, toujours au niveau de l'amiante en général, vous pouvez également aller sur un onglet ici en haut et vous allez pouvoir avoir accès à toute une série de procédures, de formulaires et de notifications. Et c'est là où vous trouverez tous les formulaires, tous les modèles que vous devez utiliser et également les procédures pour être agréées ou pour être sur une liste. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'oubliez pas de vous adresser d'abord en premier lieu auprès de votre conseiller en prévention du service interne ou externe de prévention au travail. En deuxième lieu, vous pouvez toujours contacter la direction régionale compétente du contrôle du bien-être au travail. Et enfin, quand il s'agit d'une interprétation relative à la réglementation, vous pouvez adresser un écrit à la direction générale humanisation du travail. À venir, à quoi doit-on s'attendre? Eh bien, tout d'abord, mais Aurore en a déjà parlé tout à l'heure, nous avons vu apparaître une directive pour la gestion des risques liés à l'amiante pour la santé et la sécurité au travail. C'est un guide qui, pour le moment, est disponible en anglais. Il est vraisemblable que d'ici mi-2026, il y ait un guide SLIC, donc du Senior Labor Inspector Committee, qui soit publié. Et enfin, la mise en place et la réalisation d'une campagne de ce même comité relative à l'amiante en 2027. Maintenant, je vais vous parler de la mise en œuvre sur le terrain par l'inspection du travail, le contrôle du bien-être au travail. Et évidemment, ce sont les éléments essentiels, c'est-à-dire ce que je vous présente maintenant n'est évidemment pas limitatif. Première chose que je veux vous dire, c'est que l'important pour tous les désamianteurs, finalement, c'est de pouvoir contrôler l'exposition, maîtriser l'exposition pour qu'elle soit le plus bas possible et évidemment toujours en dessous de la valeur limite d'exposition. Ça doit faire l'objet évidemment d'une analyse des risques conforme, d'une évaluation des risques, une évaluation du niveau d'exposition conforme, mais cela doit aussi passer par des éléments pratiques. Tout d'abord, il faut choisir les procédés, il faut choisir les méthodes de travail qui permettent de réduire l'ensemble des risques et notamment en maîtrisant les émissions de fibres. Il faut également y ajouter les mesures de protection collective. Deuxième élément. Et le troisième élément, ce sont les équipements de protection individuelle, dont les équipements de protection respiratoire. Donc ça, ces éléments sur cette dia, ce sont vraiment les éléments essentiels, il y en a d'autres, mais ce sont ceux-là pour moi les principaux pour garantir la santé des travailleurs et donc ils vont bénéficier d'une attention tout à fait particulière. En ce qui concerne l'analyse des risques, l'évaluation du niveau d'exposition, eh bien, on doit se référer à l'article 6.3.15 du Code qui dit qu'il faut tenir compte de la nature, du niveau d'exposition et de la durée d'exposition. On me pose souvent la question, mais comment fait-on alors pour faire une bonne analyse des risques? Eh bien, il faut déjà savoir que la majorité des modèles d'analyse des risques qui sont utilisés en Belgique ne correspondent pas à cette obligation parce qu'elles ne font pas référence à un niveau d'exposition. Il faut commencer par réaliser une évaluation des risques a priori. Et donc, je vous propose, par exemple, mais c'est un exemple, c'est une proposition, d'accord, d'utiliser la méthode d'évaluation simplifiée du risque chimique de l'INRS. Voilà un exemple qui peut être utilisé par rapport à d'autres méthodes, comme la méthode Kiné, qui n'est absolument pas adéquate pour ce type d'analyse des risques. Ensuite, les comparaisons. Mais oui, on peut bien entendu déjà avoir mesuré certaines activités qui sont similaires, qui sont analogues, mais on peut également consulter différentes banques de données, dont certaines sont disponibles gratuitement sur Internet. C'est notamment le cas de la banque de données Scolamiante, qui est une banque de données française. Et enfin, il faut réaliser des mesurages représentatifs via des laboratoires agréés. C'est cet ensemble
qui permet d'avoir une analyse des risques conforme. La méthode de travail et les moyens de protection collective, eh bien, je vais vous donner un exemple en ce qui concerne le retrait d'une couverture en amiante ciment. Donc voilà, je dois retirer des tôles ondulées. Eh bien, je dois tout d'abord mettre en place, et c'est obligatoire, un fixateur. C'est un produit qui va fixer les fibres sur la matière, sur le matériau, et ce fixateur doit évidemment être utilisé conformément à la notice, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un temps de pause, un temps de séchage pour que le produit agisse correctement, qui soit prévu, et il faut donc le respecter. Ensuite, il faut évidemment démonter sans modifier l'état du matériau contenant de l'amiante. Donc, c'est une méthode de travail adaptée, c'est-à-dire qu'on ne casse pas les matériaux contenant de l'amiante. Enfin, le choix des équipements de protection respiratoire, tout ça va dépendre en réalité du domaine d'application du masque. Un type de masque n'a pas la même protection qu'un autre type de masque. Il existe deux manières de procéder. Soit vous avez déjà un niveau d'exposition connu, donc en dehors du masque évidemment, hein, ou estimé, sur base de l'analyse des risques dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Et donc vous pouvez déterminer le facteur de protection minimal que doit posséder votre équipement de protection respiratoire. Ou alors, vous connaissez le facteur de protection assigné de votre équipement de protection respiratoire et vous déterminez un domaine d'utilisation, un domaine d'application. Alors, le facteur de protection assigné, c'est une indication du niveau de protection attendu en situation de travail. C'est une évaluation réaliste de la protection et tout ça est déterminé sur base de différentes normes. N'oubliez pas également que sur base notamment de l'article 9.2.10 du Code du bien-être au travail, il y a lieu de réaliser une appréciation de l'équipement de protection respiratoire. Alors, une question qu'on me pose et qu'on pose déjà souvent à moi et à mes collègues, pourquoi un masque à ventilation assistée pour le traitement simple? Grande majorité des traitements simples, l'écrasante majorité des activités de traitement simple, ce sont des travaux qui ont un lien avec une toiture. Donc, ce sont soit des tôles ondulées, soit des, comment dirais-je, des ardoises artificielles. Un masque FFP3, donc un masque en papier, ne possède pas un facteur de protection assigné suffisant pour garantir le respect de la nouvelle valeur limite d'exposition, quelquefois même de l'ancienne, et donc ne protège pas correctement la santé des travailleurs. Donc, le niveau d'exposition supérieur à la VLE actuelle, c'est 0,1 fibre par centimètre cube ou 10 fibres par litre. C'est ce qu'on a. On détecte ce type de niveau, on va au-delà de ces niveaux d'exposition, donc au-delà de la VLE, lorsque l'on fait des mesurages d'une telle activité. Alors évidemment, tous les éléments qui sont essentiels pour l'inspection du travail, et pourquoi sont-ils essentiels pour l'inspection? Parce que ce sont les éléments essentiels pour garantir la santé des travailleurs. Hein, ce que je viens de développer, c'est vraiment allez, si on devait faire que certaines choses, c'est vraiment ça qu'il faut faire pour garantir la santé, même s'il y a d'autres choses importantes. Eh bien, tout ça doit se retrouver implémenté selon le cas dans les notifications. Et donc, d'une part, la notification pour se retrouver sur la liste, hein, mais également la notification préalable à l'exposition, donc la notification avant de faire des travaux, mais également dans le plan de travail. Et donc, je rappelle que la notification et le plan de travail, ce sont des documents distincts et différents. La validation des méthodes de travail qui devra être fournie, être disponible dans les 2 ans, et les formations et les recyclages pour les désamianteurs qui vont devoir évidemment être adaptés aux activités réalisées par les travailleurs. Et donc voilà, je ne sais pas combien de temps je suis resté à vous parler, mais j'en ai terminé. Je vais rendre la parole à Aurore et arrêter le partage de ma présentation. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Je n'ai pas l'habitude de l'exercice. Merci Didier. Alors moi je peux confirmer que c'était vraiment très clair et très instructif. Voilà, les explications, tout était parfait.